Bonsoir. Alors oui, cette vidéo est en 4 tiers. Tu vas pleurer? Aujourd'hui, on parle des mèmes internet. On les appelle memes ou mèmes. On a vu ces formats connaître une ascension fulgurante sur la toile depuis quelques années. Image boards, médias, réseaux sociaux, etc. On les partage sur nos murs virtuels, se les échange par message, on les montre même à nos potes en soirée. À l'origine, un obscur moyen d'expression des bas-fonds d'Internet, la popularité des mèmes n'a fait que croître à une vitesse hallucinante, à tel point qu'ils font aujourd'hui partie de la culture mainstream. Yeah, well, I just wanted you to know that I'm a meme. Mais alors c'est quoi le mème? D'où ça vient et qu'est-ce que ça dit sur nous toutes et tous? À la base de la base, on doit le terme au biologiste et éthologue états-unien Richard Dawkins, qui se réapproprie le mot français « mème » pour l'introduire comme unité de l'évolution culturelle des espèces. C'est la naissance de la mémétique. Dans son livre Le gène égoïste, sorti en 1976, il s'appuie sur le phénomène biologique de réplication des gènes pour développer son concept des mèmes, qu'il décrit comme réplicateurs culturels. C'est l'idée que des éléments de culture se transmettent par mimétisme dans le monde du vivant et influent sur l'évolution des espèces. Pour illustrer ça, si c'est pas hyper clair, on peut prendre un exemple que Dawkins cite dans son livre en nous parlant d'un oiseau, une corneille cendrée vivant sur des îles au large de la Nouvelle-Zélande. Peter F. Jenkins, un professeur de l'université d'Auckland, avait pu observer que les chants de ces corneilles présentaient des similitudes en fonction des différents territoires. Les mâles avaient tout simplement tendance à imiter leurs voisins. Des mauvaises imitations donnaient alors naissance à des nouveaux chants qui perduraient plus ou moins. On a ici un exemple concret de transmission culturelle, donc par des moyens non génétiques, qui influent sur l'évolution de l'espèce. Mais bref, on pourra parler de tout ça dans une prochaine vidéo. Tout le monde n'est d'ailleurs pas d'accord avec Dawkins, mais c'est un vaste sujet. Si vous vous demandez pourquoi on évoque la théorie de l'évolution pour parler d'images drôles qui circulent sur internet, alors déjà les mèmes ne sont pas des images drôles, ok, mais à part ça vous allez vite comprendre. Alors non, Dawkins n'a évidemment pas inventé les mèmes internet avant internet. Vous l'aurez compris, on a appelé ça mème parce qu'on y retrouvait le fonctionnement évolutif décrit par Dawkins. Ce mécanisme de mimétisme, de déclinaison, de répétition. Alors qu'est-ce que c'est exactement un mème internet? Un format bien défini avec une image et du texte, justement quelque chose de beaucoup plus large. Aussi, pourquoi on a l'impression que ça a un peu explosé d'un coup? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense qu'il suffit de voir internet comme un terreau idéal pour le développement des mèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Avec la création et l'expansion du web, c'est la mise en réseau de milliards d'humains à travers le monde qui peuvent désormais communiquer et échanger comme jamais auparavant. La toile donne naissance au tout premier moteur de recherche public, c'est la création des boîtes mail, des forums, des chats, des blogs, et on s'intéressera particulièrement aujourd'hui aux forums d'images. Les forums! Les forums d'images ou image boards trouvent leur origine dans le Japon des années 2000. La board la plus célèbre étant Futaba Channel ou 2chan, référence au nombre de channels disponibles sur le forum à l'époque. Leur fonctionnement se base sur le même système que les textboards créés en Chine quelques années auparavant pour contourner la censure d'internet par le régime. L'essence de ces forums de partage d'images réside dans le fait qu'ils n'ont pas de mémoire à proprement parler. Tout message disparaît passé la 10e page, à partir du moment où il ne reçoit plus de réponse. C'est ce système que reproduira le forum d'images états-unien bien connu 4chan, où naîtra d'ailleurs le mouvement Anonymous. Grâce à ce même pseudo-anonymat fourni par le site, et en référence au pseudo qui apparaît par défaut quand on poste sur le forum. C'est les balbutiements des memes tels qu'on commence à les appeler à l'époque. Meme. Parce que oui, les mèmes ne sont pas du tout sortis de sites comme humour.com ou autres, dont l'univers graphique fait plutôt penser à ces cartes postales gênantes qu'on peut trouver dans les boutiques touristiques. Bref, le forum 4chan fait rapidement des centaines de milliers d'adeptes à travers le monde. C'est l'esthétique de la grosse police impact blanche à bord noir et des motivational posters. Ces posters censés être inspirants qu'on retrouvait souvent aux États-Unis affichés dans le bureau du principal et que 4chan détourne en démotivational pour leur faire dire à peu près tout et n'importe quoi. C'est l'apparition des premiers templates, qu'on pourrait traduire en français par modèles. Et c'est avec ces modèles d'images se déclinant à l'infini qu'on retrouve ce que je disais tout à l'heure avec Dawkins et ses réplicateurs culturels. Courage Wolf, Advice Dog, plus tard Success Baby, etc. Le fonctionnement des mèmes internet est lancé. Et voilà aussi pourquoi je tiens à ce point-là à répéter que les mèmes ne sont pas des images drôles, mais bien des médiums à part entière qui offrent une infinité de propos et de déclinaisons possibles. Chaque template a son propre fonctionnement. La catchphrase Do a barrel roll est utilisée pour désigner des objets en rotation par exemple. Le mot owned est posé sur des tonnes de photos qui présentent des gens en mauvaise posture. Bachelor Frog permet d'incarner un nerd repoussant reclus dans sa chambre. Un template qu'on verra d'ailleurs comme d'autres à l'époque être ironiquement détourné de son sens originel. On peut déjà parler des premiers anti-mèmes. Car ce petit monde souterrain se construit en grande partie dans le détournement et la déformation. C'est toute une galaxie qui se développe sur internet, avec notamment l'arrivée du Wikipédia alternatif, Encyclopædia Dramatica, une sorte d'infâme encyclopédie pour edgelord qui reflète bien l'esprit du site à l'époque, et en particulier de son chan B ou Random, le plus illustre et le plus fréquenté du site. Parce qu'il faut le dire, 4chan commence très tôt à être le repère des adolescents blancs gênants en quête de provocation. L'anonymat du forum ouvre la voie à une déferlante continue de racisme, de sexisme, d'images gore, pédophilie,
pornographiques, et j'en passe. À l'époque, pour consommer des mèmes, il fallait développer un sacré filtre si on voulait passer outre toutes ces immondices qu'on se tapait en scrollant. Là-dessus, des utilisateurs et utilisatrices de 4chan parleront d'un mal nécessaire pour garder à distance les poseurs d'internet. C'est l'apparition du mot normie, pour désigner les internautes ne fréquentant pas ces forums, n'en maîtrisant pas les codes et n'ayant à l'époque même pas connaissance de l'existence des mèmes. En 2007, le blog I Can Has Cheeseburger voit le jour. Il se base sur les fameux lolcats qui peuplent internet depuis toujours et comptabilise la même année jusqu'à 1 500 000 visites par jour. Et c'est en 2008, un an plus tard, qu'un tournant majeur opère dans le monde des mèmes, ou en tout cas dans leur diffusion, avec le lancement du site hongkongais 9gag, dont on n'entend plus trop parler aujourd'hui, mais qui a fait l'effet d'une bombe à l'époque sur les réseaux sociaux encore tout jeunes. On se souvient très bien de son affreuse watermark, assez drôle pour un site qui passait son temps à voler tout son contenu. Les Rage Comics, la fameuse Trollface et compagnie, quittent les abysses du web pour inonder l'internet mainstream. Les normies prennent connaissance de tous ces nouveaux formats, se l'approprient et les puristes ont le seum. Les mèmes étant de plus en plus connus et utilisés par tout le monde, l'expression dank memes apparaît pour se différencier des normies qui massacrent le médium. C'est un peu le sentiment que le monde entier découvre soudain un langage réservé jusqu'ici à une poignée de nerds sur internet. J'ai le net souvenir qu'avant 2008, en tout cas en France, si quelqu'un te cramait en train de regarder un mème sur ton portable, la personne comprenait pas le format la plupart du temps et essayait même pas de comprendre. Alors 9gag est un site terriblement mauvais, mais je pense qu'on peut vraiment parler d'un avant et après 9gag. La plateforme, avec d'autres, a créé une brèche entre l'underground et le mainstream. Elle a permis une large diffusion de formats qui jusqu'ici étaient inconnus pour la plupart des gens. Et je suis intimement persuadé que tout ça a joué un rôle dans la compréhension globale des mèmes par les gens, que ça a influé sur l'inconscient collectif de nos générations. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont sans doute plus d'une fois essayé de montrer un mème à leurs parents. On sort souvent à l'incompréhension. Et c'est normal parce que je pense que c'est un médium qu'il faut pratiquer pour comprendre, et avec toute une culture, avec des codes que nos générations ont déjà intégrés, plus ou moins inconsciemment. Aujourd'hui, certaines personnes clament toujours que les bons mèmes se trouvent uniquement à la source originelle, sur des image boards comme 4chan ou Reddit. Et c'est vrai qu'il y a toujours des créations incroyables dessus. Mais aujourd'hui, on est un peu obligé de constater que le monde du mème a évolué, et ses modes de diffusion avec. Je pense en particulier aux réseaux sociaux qui ont joué un gros rôle là-dedans. On est passé d'une époque où les mèmes étaient des créations anonymes qui se perdaient dans le flux des forums, à maintenant où on va suivre des créateurs et créatrices particuliers pour leurs contenus originaux. Chaque meme lord a sa propre esthétique, son propre univers auquel on va accrocher ou pas. Sur Facebook, on a vu naître des tas de meme stashes, des groupes pour partager des mèmes sur tel ou tel sujet, comme on verra plus tard en France avec les désormais célèbres Nurshi, pour citer les plus normies. Et sur Instagram, le mème a carrément explosé. On voit des comptes de mèmes cumuler plus d'abonnés que certaines stars de cinéma. Bref, tout ça pour dire que le mème a fait du chemin depuis la petite porte obscure des image boards. Et si avec tout ça vous persistez à voir les mèmes comme des images drôles, il suffit de regarder l'influence qu'a eu 4chan sur les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis. C'est le célèbre cas de Pepe the Frog, cette innocente grenouille qui a défrayé la chronique. À l'origine, un dessin d'une simple grenouille utilisée sur les forums, il avait été récupéré par une partie très à droite de 4chan pour lui faire tenir les pires propos pro-Trump, nationalistes, racistes, sexistes, homophobes, etc. À tel point que la grenouille était devenue une icône fasciste relayée dans les médias du monde entier. L'artiste à l'origine du dessin, Matt Fury, avait d'ailleurs décidé de prendre la parole sur toute cette histoire, clamant qu'il était contre les idées d'extrême droite, que cette grenouille n'avait rien à voir avec ça, mais malheureusement pour lui la machine était déjà lancée et la médiatisation de sa grenouille a permis la création d'une nouvelle branche de l'extrême droite la plus crasseuse aux États-Unis, l'alt-right. Une chimère politique super gênante composée de néo-nazis, d'incels et autres lobotomisés se réclamant du Kékistan, ce pays fictif dont le drapeau n'est autre que le trèfle, symbole de 4chan, incrusté dans un drapeau revisité du Troisième Reich. On peut donc dire que l'alt-right a largement tiré profit des mèmes et en particulier de comment les gens les perçoivent, la majorité voyant ça comme de l'ironie, de l'humour a priori inoffensif. Et on ne rappellera jamais assez à quel point l'humour peut être une arme de propagande redoutable pour faire adhérer tout en douceur aux pires idées. Et même en dehors de toute cette histoire, je trouve que les gens relient trop souvent par défaut le mème à l'humour. Je trouve ça dommage. Alors oui, c'est souvent drôle, ça fait parfois rire ou au moins souffler du nez. Ça serait de la mauvaise foi de prétendre l'inverse. Je pense notamment à tous les mèmes sur la dépression qui sont arrivés à un moment et qui ont juste illustré un besoin que nos générations avaient de s'exprimer là-dessus. C'était pas toujours fait avec humour et pourtant ça a cristallisé quelque chose qui est maintenant devenu un genre à part entière dans le mème. Je parle pour moi mais par exemple j'ai aucune prétention à faire rire les gens, sinon j'aurais fait humoriste ou autre. Alors oui, évidemment, ça fait plaisir de faire rire, mais je pense que le médium est beaucoup plus que ça. Le mème, c'est cathartique comme plein d'autres choses, c'est un exitoire qui permet de dire ce qu'on veut. Je finirai cette vidéo en observant que le mème est devenu un médium moderne à part entière, au même titre que la photographie, le dessin, le cinéma, etc. Un moyen simple de mesurer à quel point il fait maintenant partie de nos vies, c'est de regarder du côté de la publicité, qui essaie sans arrêt, très maladroitement, de copier ses formats. Bref, le mème internet a sa préhistoire, son histoire, et il n'est pas prêt de disparaître. Il continuera juste d'évoluer encore et encore. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, Facebook, Twitter, Twitch, Mastodon, etc. Même arrobase. Dans la prochaine vidéo, on cherchera à identifier les premiers mèmes de l'histoire. Est-ce que c'est ce graffiti de 1944? Est-ce que c'est plutôt ces dessins des années 20? Ou est-ce que ça remonte encore plus loin? On reviendra aussi à la définition pure des mèmes. Vidéo, images, son, mots, lettres, couleurs. Qu'est-ce qui est mème, qu'est-ce qui n'est pas? Et sur un tas d'autres choses. Bref, à bientôt. Merci mille fois de m'avoir accordé votre attention. Portez-vous bien.